chiffres qui étaient là donnés, des données chiffrées, des gens qui nous viennent de la Banque mondiale et qui estimaient que 13 500 000 de personnes supplémentaires pouvaient basculer dans la pauvreté dans le Sahel d'ici 2050, du fait seulement des chocs liés au changement climatique. Les données, c'est aussi des données qui nous viennent de l'UNESCO, qui renseignent que sur 100 pays qui ont été étudiés, plus de la moitié ne mentionnaient pas du tout le changement climatique dans le programme scolaire. Je disais que le contexte, c'était aussi des exigences pressantes, des exigences liées à la nécessité de donner aux enfants et aux jeunes des clés de lecture de l'évolution de leur environnement, mais aussi des moyens d'agir à leur échelle pour préserver leur écosystème. Oui, les exigences, c'était aussi la conviction que l'éducation à l'environnement et au développement durable est un levier essentiel d'évolution des comportements pour la transition écologique, mais ensuite pour la mise en œuvre des ODD et le renforcement de la résilience des communautés. Donc, notre projet s'est déroulé depuis octobre 2022 autour de ces éléments de contexte. Et il s'est appuyé sur deux cibles principalement des ODD. La cible 7 de l'ODD 4, qui nous rappelle que les connaissances et compétences sont nécessaires pour promouvoir le développement durable. La cible 3 de l'ODD 13, qui aussi nous invite à ce qu'il y ait une adaptation au changement climatique, l'atténuation de leurs effets et la redirection de leur impact. Ce projet, nous l'avons dit, a pu donc se réaliser autour d'un objectif précis. C'était de réaliser une étude sur les enjeux spécifiques, spécifiquement au Togo et au Sénégal, mais ensuite de contribuer à renforcer les capacités des OSC locales sur l'intégration des enjeux éducation environnementale dans les projets éducatifs en aménageant des espaces de partage d'expériences entre OSC des trois pays. Je pense à la France, au Togo et au Sénégal. Voilà donc les objectifs qui avaient été fixés par le projet depuis 2022. Quels résultats avons-nous obtenus? C'est d'abord la cartographie des acteurs et des pratiques sur les enjeux. Clair. Deuxième résultat important, c'était l'identification de besoins, d'opportunités et d'actions éducatives, mais aussi d'approches coordonnées de sensibilisation. Nous avons pu ensemble obtenir un autre résultat qui est lié à l'analyse des enjeux, et aux dispositifs mis en place par des ONG et par les États. Nous avons pu avoir comme résultat final un rapport consolidé avec des recommandations fortes permettant d'intégrer l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le système scolaire et dans les programmes d'éducation non formelle. À présent, notre webinaire de ce jour, qui va durer 1h30, va être articulé autour de 3 moments. D'abord, la présentation des résultats de la recherche-action. Cela va être fait par des représentants des coalitions du Sénégal et du Togo, Cheikh Aw pour ce qui est du Sénégal, Kofi et Nyaku pour ce qui est du Togo. Donc, on va présenter les résultats, c'est le premier moment de ce webinaire. Deuxième moment, c'est des réflexions et contributions des partenaires. Nous donnerons la parole à un institutionnel local. Madame Gossé, de l'inspection d'académie, d'une inspection d'académie du Sénégal, mais ensuite à un partenaire, l'AFD, qui a été le partenaire qui nous a accompagnés durant tout ce processus. Et enfin, il y aura des échanges et des perspectives qui inviteront les participants à partager avec nous leur lecture de ces recommandations et à dégager ensemble des perspectives. Voilà, chers amis, ce que nous comptons faire pendant 1h30. Et avec votre permission, nous allons commencer par donner la parole à Cheikh Aw pour nous présenter en 10 minutes, vraiment en 10 minutes, parce qu'il faudra qu'on soit très rigoureux sur le temps, 10 minutes des recommandations clés liées donc à la situation. Cheikh, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur exécutif. Bonjour tous et à toutes. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. OK.
Donc, je vais faire cette présentation au nom donc, du comité d'analyse et de rédaction composé de Mme Louise Clément, de M. Kofi Kanitom, Mme Vanessa Martin, Mme Chabas Nob, Mme Marine Plessis, Mme Léa Rambo et M. Marcel Louis et moi-même, Cheikh Tidiane Aw. Donc, le plan de présentation donc, se structure autour de 3 points. Nous parlerons d'abord de la recherche-action participative au Sénégal avec l'expérience du GREF, le groupement éducatif sans frontières, et de ADE au niveau du Togo. La deuxième partie donc, va s'intéresser à l'articulation de l'éducation non formelle, à l'intégration de l'EDD dans les savoirs théoriques. Et enfin, la dernière partie, donc, nous parlons de l'intégration de l'éducation environnementale et au développement durable dans les enseignements théoriques. Donc, pour l'expérience du GREF, le GREF développe la recherche-action participative avec un volet important de sensibilisation et d'implication des comités villageois pour le développement durable, afin de lutter contre les régions côtières dans la région de Ziguinchor. Donc, le greffe avec les populations de Ziguinchor, donc dans le village de Djogé, donc ils ont installé un épi maltais pour un peu mesurer les régions côtières avec l'avancée de la mer. Donc, cette initiative a impliqué donc, les villages concernés, les enseignants et de même que les élèves. Il y a des relevés qui ont été effectués pour un peu mesurer la hauteur du sable. Il y a eu 3 moments. Donc, le premier relevé, donc, c'est en bleu, au 25 novembre. Le deuxième relevé, c'est au 16 décembre 2019. Et le dernier relevé, donc, au 5 août 2020. Donc, les mesures de hauteur de sable réalisées par les élèves et les instituteurs entre novembre en bleu, décembre en vert, et puis la mesure en 2022 en marron qui prend en compte donc, des suppléments apportés par les habitants. Donc là, il y a une interaction entre l'école, entre la communauté et le greffe. Sur un peu l'expérience donc de avenir de l'environnement au Togo, là également, ils interviennent sur les problèmes de développement en agriculture durable, agroforesterie, donc foresterie et la promotion donc, des activités génératrices de revenus pour également ensuite réinvestir ces ressources donc, dans d'autres secteurs tels que l'accès à l'eau. Donc, sur ces images, vous voyez donc les communautés en train de travailler donc, sur ces ressources de la nature. Le deuxième point, donc, c'est articuler également les savoirs, l'enseignement formel donc, à l'intégration de l'EDD dans les savoirs théoriques. Donc, au Sénégal, nous avons aussi interrogé le ministère les institutionnels, donc particulièrement le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, le centre de suivi écologique et le centre d'environnement et de formation, d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique. Donc, pour les institutionnels, l'éducation et la sensibilisation des communautés donc, est un axe prioritaire donc, de la protection de l'environnement. Toutefois, donc, malgré l'engagement donc, des gouvernements au Togo comme au Sénégal, les enseignants estiment que la sensibilisation, l'implication et le renforcement des communautés à la protection de l'environnement doit être une priorité. Donc, ça doit être priorisé par nos gouvernants. Et pour cela, également, on a parlé d'une approche multisectorielle. Donc, on a constaté également que sur le terrain, les acteurs institutionnels, chacun travaille donc de son côté, donc à une approche, à une connaissance sur les questions, les changements climatiques, mais il manque un peu cette synergie qui doit également être l'occasion pour les acteurs institutionnels de travailler sur un projet commun qu'ils allaient maintenant confier à l'école pour avoir vraiment donc, une approche beaucoup plus maîtrisée donc, des questions environnementales. Donc, les contenus également qui connectent les savoirs enseignants à la vie pratique en orientant les élèves dans des actions de préservation et de restauration à travers des programmes de formation professionnelle. Donc là également, la formation professionnelle va concerner la deuxième phase donc, de cette étude.
L'intégration de l'éducation environnementale dans les enseignements théoriques. Donc, intégrer l'éducation environnementale et dans les curricula scolaires, les programmes d'éducation non formels nécessitent de développer et de renforcer la formation du personnel éducatif ainsi que de mettre à disposition des équipements matériels appropriés. Donc, les enseignants, nous avons interrogé sur qu'est-ce qui leur manque pour euh, vraiment avoir beaucoup plus d'attention à l'éducation environnementale et au développement durable. Pour le Sénégal, le temps pose problème pour 22% des personnes, des enseignants et enseignantes qui ont été interrogés. Il y a un problème de temps. Pour 81%, il y a un problème d'outils, de matériel didactique. Et pour la formation, donc 65%. Au Togo également, 42% révèlent ne pas être bien équipés pour travailler sur ces attendus avec les élèves. 55%, donc un besoin d'outils pour travailler. 71% de temps et 18% de formation. Et toujours sur la question des heures qui sont consacrées à l'éducation environnementale et au développement durable. Au Sénégal, sur 72% consacrent moins de 2 heures par semaine à l'éducation environnementale et au développement durable. Pour le Togo, c'est à peu près la même chose, c'est 71% qui font moins de 2 heures. 18% au Togo et 26% au Sénégal demandent davantage d'heures, voire la création d'une discipline dédiée. Et là également, certains enseignants sont également réticents pour la création d'une nouvelle discipline qui va encore les surcharger. Mais pour nous également, COSYDEP, il est important de créer des synergies pour que vraiment cette question soit transversale et d'éviter donc le cloisonnement des secteurs ou bien des disciplines. Et également, donc, en conclusion, il y a une prise de conscience vraiment réelle des acteurs institutionnels, de la société civile et des enseignants sur l'importance de l'éducation environnementale et au développement durable pour prévenir et atténuer les impacts du changement climatique. Il y a une volonté d'agir sur ces enjeux et une multitude d'initiatives intéressantes donc mises en œuvre. Et face à cette prise de conscience et cette volonté d'agir, il y a des obstacles donc à la promotion de l'éducation environnementale et au développement durable, manque de ressources dédiées, surtout dans les établissements, parce que dans les financements, il n'y a pas de ressources explicitement dédiées donc, à l'éducation environnementale et au développement durable. Il y a également la question de la priorisation qui est insuffisante dans les politiques publiques et les programmes éducatifs et environnementaux. Et enfin, nous avons noté, malgré toutes ces difficultés, le manque de temps, le manque d'outils, il y a une proactivité des enseignants et des enseignantes combinée aux initiatives des OSC qui permet de capitaliser des initiatives significatives afin d'améliorer les connaissances et la mise en action des élèves et des communautés. Voilà, monsieur le modérateur, donc la présentation que je voulais faire au nom du comité de pilotage. Je vous retourne 2 minutes. Merci. Merci beaucoup, cher, pour être resté dans le temps. Merci pour cette présentation claire qui a identifié des actions qui ont été développées par les OSC. Cette présentation qui nous a permis aussi de voir la nécessité d'articuler l'éducation non formelle à l'intégration de l'éducation environnementale et développement durable. Mais ensuite, les questions liées au curricula, à la formation des enseignants, au matériel didactique, aux ressources à injecter ont été bien identifiées. Donc, merci pour cette présentation sur les actions qui ont été développées par les OSC des 2 pays. Je voudrais à présent donner la parole à Kofi et à Nyaku du Togo, de la coalition du Togo, qui vont évidemment nous partager aussi leur lecture sur l'éducation à l'environnement et au développement durable et les préconisations qui ont été faites par le comité éducatif. Kofi et Nyaku, vous avez la parole. Vous pouvez vous coordonner entre vous. Et merci, vous avez aussi... Oui, merci, monsieur le secrétaire général. Le secrétaire exécutif, animateur de ce panel, nous avons retenu ici pour partager sur ce panel les différentes échelles et approches de l'éducation à l'environnement et au développement durable, des activités que nous avons menées conjointement avec le Sénégal, le Togo, le Sénégal et la coalition Éducation France. Je ne voudrais plus reprendre
la présentation de tous ceux qui ont animé cette étude, puisque mon frère Cheikh l'a déjà fait. On peut aller au slide suivant. Donc, nous avons, madame, on peut aller. Nous avons pensé qu'il faut intensifier les approches intersectorielles et pérenniser les bonnes pratiques. Et dans ce cadre, qu'est-ce que nous attendons, monsieur le secrétaire exécutif, vous l'avez dit, un changement de comportement des plus jeunes, une formation des citoyens de demain à l'adoption et pratique d'éco-gestes sains et une sensibilisation des leaders de population à l'éco-citoyenneté. Madame Louise, vous pouvez avancer. Madame Louise. C'est bon, j'ai avancé. Okay. Donc, avancer. Donc, nous avons identifié ici les domaines fondamentaux qui partagent les enjeux de l'environnement et des changements. Et nous avons dit qu'on parle d'environnement et de changement climatique au niveau de l'agriculture, dans le secteur du transport, dans le secteur d'eau, assainissement, hygiène, dans le secteur de santé, dans le secteur des métiers, dans le secteur de logement, de l'industrie, de l'aménagement du territoire, de l'énergie et de l'éducation. On avance. Donc, nous nous sommes dit que pour accroître l'impact de l'EDD, il faut alors qu'on facilite le continuum éducation, environnement, santé à travers l'usage d'une approche croisée via une pédagogie active, des formations à l'environnement, des sensibilisations à l'hygiène, à la santé, à l'aménagement territorial et à la conservation des ressources naturelles et énergétiques, ainsi qu'à des activités concrètes autour de l'arbre et du reboisement. Et ici, le porteur au Togo de cette activité est l'ONG Défi. Ensuite, on peut avancer. Nous avons pensé également qu'on développe une approche intégrée, interministérielle et multidisciplinaire, fondée sur la mise en réseau des ministères à fonction transversale, parce que nous avons dit que le secteur couvrait beaucoup de domaines. Donc, il faudrait que tous ces ministères puissent travailler et que si tous les acteurs qui se listent sur la thématique de l'EDD pouvaient avoir une coordination de leurs activités, de leur travail d'ensemble et de partager leurs expertises. Et également, on a pensé à une collaboration plus étroite des acteurs avec les institutionnels pour gagner en efficacité et en pertinence d'action. Il y a aussi lieu de privilégier l'approche programme au détriment de l'approche projet. C'est les participants qui ont soulevé cela parce que le projet, à chaque fois qu'il s'arrête, qu'il est fini, donc tout l'effort, tout l'élan s'arrête. Ensuite, nous avons également pensé que dans l'impact de l'EDD, il faut donner aux citoyens une formation sur la création de plaidoyer du niveau local jusqu'au pouvoir public pour garantir l'adoption au plus haut niveau des approches préventives, de suivi constant, des mesures de protection. Et toujours, c'est les enquêtés du Sénégal et du Togo qui ont relevé cela comme recommandation. Et ensuite, au niveau du Sénégal, il a été également soulevé la création d'un observatoire sur le territoire et d'un cadre de concertation composé de toutes les parties prenantes pour maîtriser l'exploitation abusive des ressources forestières. Le Togo, lui, pense à l'institution d'une police de l'environnement pour pouvoir réguler tout ce que nous pouvons faire pour préserver l'environnement et prétendre réchauffement climatique. Je vais voir si M. Armand est là. Il va continuer avec la partie de l'implication de l'enseignement technique dans ce processus d'études que nous avons engagé. M. Armand? Allô? Allô? Oui. Oui, on vous entend bien, M. Armand. Ok, merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Au niveau de l'enseignement technique, la coalition est en train de prendre langue avec justement la directrice de l'enseignement secondaire pour faire en sorte que déjà au niveau de l'enseignement technique ou déjà en forme des professionnels, que ces professionnels intègrent déjà des possibilités de réflexion sur justement la gestion de tous ces dégâts qu'il y a autour de l'environnement pour intégrer justement dans l'enseignement technique.
Par exemple, je donne l'exemple simple de comment pouvoir transformer tous ces déchets plastiques ou non plastiques, dégradables ou non biodégradables, dans l'enseignement technique de réflexion pour voir comment les utiliser en termes de recyclage. Donc, la directrice qui est en voyage actuellement m'a promis que d'ici la semaine prochaine, on va commencer la discussion. Et c'est pour ça même nous avons, par rapport à la collecte des données sur les pratiques, nous allons essayer de faire cette collecte à leur niveau, même s'il n'y a rien, mais ça permet de poser déjà les bases d'une réflexion dans ce sens-là pour que ceux qui sont déjà formés sur le plan professionnel puissent commencer à réfléchir à comment déjà les dégâts qui sont faits, on peut intégrer les réflexions au niveau des apprenants pour commencer par réfléchir à comment recycler tous ces déchets-là qui sont déversés dans la nature. Voilà un peu rapidement ce que je voudrais partager comme initiative en cours avec l'enseignement technique. Peut-être pour compléter le collègue Kofi Kanitom, je voudrais dire parler des questions de police par rapport à l'environnement. L'idée aussi, nous sommes en train de vouloir, si nous devons développer les choses, d'avoir un ancrage vers les communes, parce que là, c'est au niveau communautaire. Il faut que les transformations commencent déjà à la base et les communes qui sont des entités vraiment territoriales et qui doivent avoir une emprise sur les populations y-résidentes. Nous pensons qu'il faut mettre là un focus sur les mairies pour qu'elles travaillent avec les populations et prendre des dispositions, même si c'est des taxations minimales que d'un franc dérisoire, ça peut permettre justement de changer les attitudes. Donc, c'est des perspectives à lesquelles nous réfléchissons également pour compléter ce que Kanitom vient de dire au niveau justement des actions envisagées pour vraiment que l'éco soit vraiment un tic dans la tête des citoyens. Merci bien. Merci aussi à notre binôme Kofi et Nyakou qui nous ont partagé aussi en 8 minutes, bravo pour le temps, sur un peu les situations au niveau donc, des pays, en insistant sur l'exigence d'un décloisonnement. Oui, nous devons avoir une compréhension qui dépasse l'éducation dans sa conception scolaire, mais qui mette en avant l'éducation, l'environnement, la santé, la protection, qui traverse aussi tous les lieux d'apprentissage. Vous avez dit le non formel, l'enseignement technique et l'enseignement classique. La coordination des interventions a été un point important soulevé. Les dispositifs de veille citoyenne, vous y avez insisté, mais ensuite le plaidoyer qui est aujourd'hui devenu important en faveur de la diffusion des bonnes pratiques à tous les niveaux. Donc, merci pour cette présentation très, très exhaustive. À présent, nous allons passer donc au deuxième moment, les contributions et réflexions. Et nous allons écouter ensemble une inspectrice de l'enseignement moyen secondaire du Sénégal, à Thiès précisément, sur le rôle des autorités locales et du ministère. Madame Ngossefal, vous avez la parole en 5 minutes pour nous partager un peu du rôle des autorités locales et du ministère en matière d'intégration dans les dynamiques transnationales. Madame Fall, vous avez la parole. Voilà, merci M. Mbo, monsieur le modérateur. Je commence d'abord par adresser mes remerciements aux partenaires, l'AFP, la Coalition Éducation, Planète Urgence, COSIDEP, CNT, EPT du Togo, de m'avoir associé à cette discussion. Conformément, comme indiqué sur la trame, ma communication en 10 minutes au lieu de 5 minutes, monsieur le modérateur, va porter sur 3 points. Le premier point, c'est le rôle des autorités locales. Vous avez raison, c'est 10 minutes. D'accord. Le deuxième point, c'est l'intégration de l'éducation environnementale et au développement durable dans les dynamiques transnationales, avec ce qu'on a un peu fait avec l'OIF. Et le dernier point, c'est notre lien avec les OSC, les organisations de la société civile. Donc, je commence par le premier point, le rôle des autorités locales. Donc, comme indiqué par les experts qui ont déjà parlé du Sénégal et du Togo, donc l'approche de l'éducation environnementale aujourd'hui est en train de se faire à 2 niveaux, niveau programme et niveau projet. Maintenant, il faut retenir qu'au niveau programme, l'éducation environnementale n'est pas enseignée de façon systématique, mais quand même, il y a des points
qui sont dispersés, diffus dans le programme. Je donne un exemple. Si vous prenez la classe de seconde, vous parlez de la climatologie, de l'environnement. Si l'enseignant est bien formé, il est obligé de parler de l'éducation au développement durable, de parler de l'éducation environnementale. Maintenant, ce volet approche par programme, ce n'est pas géré par les autorités locales, mais c'est géré par les ministères, c'est l'État qui définit le programme. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est pousser l'État à mieux formaliser, à aller vers un programme où on a des thématiques spécifiquement dédiées à l'éducation environnementale. Maintenant, deuxième approche qui concerne les autorités locales, c'est l'approche par projet. Aujourd'hui, il faut noter qu'au Sénégal et partout d'ailleurs dans le monde, il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de projets d'éducation environnementale. Et ces projets-là, leur cible, leur zone d'action, c'est en général au niveau local. Et là, quel est le rôle de ces autorités? Si je prends l'éducation, le secteur que je maîtrise le mieux, l'éducation est déconcentrée. Si vous... On n'entend plus Mme Fall. Est-ce qu'elle est déconnectée ou... On va laisser Louise vérifier ce qui se passe. Ou Cheikh Aou même? Oui, j'ai Elle semble l'impression être déconnectée. qu'elle a été déconnectée. Ça peut être des soucis techniques. Oui, ça c'est... Vous m'entendez maintenant? Ah oui, ça va mieux. Allez-y, oui. Oui, c'était un problème technique. Donc, au niveau local, l'éducation environnementale est gérée niveau régional par l'IA, niveau départemental par les inspections de l'éducation et de la formation. Et quand un projet arrive, le rôle du niveau local, c'est d'étudier le projet, voir si le projet est conforme à la loi d'éducation et conforme à la réalité socioculturelle. Et maintenant, si c'est validé par les autorités locales, ce projet est envoyé au niveau central pour validation et pour ordre de déroulement. Et c'est cette action importante que nous sommes en train de faire au niveau local. Voilà. Maintenant, une fois que c'est validé au niveau local, donc on peut passer au deuxième point, l'intégration de l'éducation environnementale et du développement durable dans les dynamiques transnationales. Vous savez aujourd'hui que le monde est un village planétaire. Tout est connecté. L'environnement est connecté. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait une imbrication de différentes échelles, du niveau local, niveau régional, niveau national, niveau régional et même niveau mondial si on veut atteindre nos objectifs. Et pourquoi cette intégration dans les dynamiques transnationales est importante? Si vous prenez les pays subsahariens, les pays donc en voie de développement, qui n'ont pas suffisamment de ressources, comme indiqué dans les présentations. Les enseignants, pratiquement 42% ont dit que nous n'avons pas de ressources. C'est une réalité. Parce qu'au niveau de ces pays-là, les priorités éducatives sont surtout orientées vers l'éducation pour tous, la résorption des abris provisoires, la prise en charge, les salaires des enseignants. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enseignants novateurs qui ont initié des projets, mais que l'État ne peut pas financer. Et raison pour laquelle nous tendons tout la main, le pays et partout ailleurs, nous sommes ouverts au partenariat pour venir en appui au système éducatif. Et ce qui fait qu'au Sénégal, nous avons actuellement 2 projets que nous allons visualiser rapidement vers la fin, si le temps nous le permet. Il y a 2 projets d'éducation environnementale. Le premier appelé Projet Globe. C'est en anglais, étude observation mondiale pour le bénéfice de l'environnement. Ça, on l'a initié au Sénégal depuis 1995. Mais ce n'est pas encore ancré dans le curriculum. C'est fait au niveau de quelques régions, suivant l'appui du partenaire. Et là, le partenaire est basé au Colorado et c'est la NASA également. Deuxième intégration dans les dynamiques transnationales, c'est le projet vert inclusif. Le projet vert inclusif que j'ai initié au niveau de l'Académie de Thiès, et ça porte sur l'atténuation au changement climatique par la séquestration du carbone. Là, vraiment, on a beaucoup de succès avec l'appui de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la francophonie qui a appuyé la formation des enseignants, l'achat des intrants, des pépinières, des plantations et surtout le suivi, évaluation. Et là, quand même, on a des résultats intéressants. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est pousser l'État, travailler avec l'État pour qu'il y ait une pérennisation de
de ces projets-là. Le troisième point, on nous demande qu'est-ce qui nous lie, le lien avec les organisations, avec la société civile. Ça, donc c'est évident. Le rôle de la société civile joue un rôle de médiateur entre les pouvoirs publics et les citoyens. Facilite surtout la participation des élèves, des enseignants des couches vulnérables dans l'implémentation des politiques de développement. Et enfin, la société civile contribue à la promotion et au progrès des droits de l'homme. Et ce qui fait que tout ce que nous faisons au niveau local, au niveau académique, au niveau des inspections de l'éducation et de la formation, nous sollicitons la société civile pour faire un plaidoyer. Donc, et à travers ce plaidoyer-là, on a réussi beaucoup de projets à l'Académie de Thiès et partout ailleurs, avec l'implication des autorités administratives et territoriales, telles que la mairie, les préfets, les sous-préfets. Vraiment, on sent l'engagement de tout le monde dans ces projets d'éducation environnementale grâce à l'appui de la société civile. Voilà, donc pour gérer un peu le temps, donc on peut se limiter à cette présentation orale et pour étayer tout ça et pour illustrer ces deux projets, nous demandons à Louise Clément de projeter les PowerPoint. Voilà, donc si vous regardez bien, la première diapositive, vous avez le logo en haut, le logo de Globe, du ministère de l'Éducation et de la francophonie. Donc, quel est l'objectif? Notre objectif, c'est transformer les enseignants et les jeunes en agents de changement climatique, parce que la formation fait défaut. Et là, nous avons nos deux stratégies que nous avons initiées, la climatologie en milieu scolaire, le projet vert inclusif, et regardez les réalisations. À travers ces projets, nous avons formé 281 enseignants en présentiel et 67 en virtuel. 40 enseignants ont été bien formés en éducation environnementale et en technique de reboisement et constituent aujourd'hui des relais. 401 enseignants et 11 331 élèves ont bénéficié du projet vert inclusif. Et 22 établissements scolaires ont été reboisés et disposent d'un jardin potager. Et ce jardin est utilisé pour faire des cours de sciences de la vie et de la terre. Et on a constaté qu'il y a une meilleure prise de conscience du changement climatique au niveau des enseignants et nouveaux apprenants. Ces chiffres-là, c'est beaucoup, mais comparé par rapport au plan national, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire et nous avons besoin des partenaires pour aller plus loin. Suivant. Suivant. Oui, Louis, suivant. Il nous reste 2 minutes. Oui. Mais suivant les photos ou le traitement des données? Oui, les photos. Ah, ok, oui, je les avais mis. Vous les voyez? Voilà, les photos, vous voyez. Donc, ça, c'est le premier projet, la climatologie. Vous voyez, les élèves sont en train d'observer, de prendre des données au niveau de l'abri météorologique. Suivant. Ouais, Une fois terminé, ces élèves viennent en classe pour traiter les données, se prononcer sur le climat et maîtriser d'abord le climat. Suivant. Next. Oui. Et là, voyez, donc à travers leurs données, les enfants, à travers des graphes, s'expriment pour dire ce qui est bon à l'environnement et ce qui n'est pas bon à l'environnement. Avec leur pluviométrie, ils sont prononcés sur les inondations à Dakar et dire que ces zones-là inondées en haut, délaissées par les populations, à la place, il fallait faire des zones agricoles à travers l'exploitation de leurs données. Vous voyez, c'est une très bonne sensibilisation en milieu scolaire. Suivant. Et là, c'est le projet vert inclusif. Vous avez vu les photos de gauche. Nous sommes en train de former en haut les chefs d'établissement, en bas les élèves. Les photos de droite, on a même formé des aveugles. En haut, c'est l'Institut des aveugles de Thiès et nous avons formé ces enfants en pépinière. Et en bas, c'est ça qu'on appelle les champs d'école. Next, suivant. Et là, vous pouvez les lire. Voici nos recommandations. Les recommandations, c'est déjà brossé un peu avec la présentation orale. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui,
Et ce qu'il nous faut, c'est intégrer la thématique changement climatique au niveau des curricula. Élaborer des modules de formation. Former tous les acteurs, pas seulement les enseignants, il faut former tout le monde. Organiser des sorties pédagogiques avec les élèves. Mettre en place, c'est important, une plateforme de discussion sur le changement climatique. Soutenir les projets qui ont réussi, tels que Projet Vert, Globe et d'autres, bien sûr. Motiver et valoriser la production des enseignants à travers l'organisation de concours, de prix, de voyages d'études, de certification. Et trouver maintenant des stratégies pour la pérennisation des acquis sur la lutte et l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie de votre aimable attention, modérateur. Merci beaucoup, inspectrice. Vous avez été aussi dans le temps, 10 minutes. Vous nous avez rien rendu, mais vous n'êtes pas sorti du temps. Et merci pour ça. Je crois que ça a été très précis. Nous avons été bien informés du rôle des communautés locales qui aujourd'hui nous montrent qu'il y a une exigence, une nécessité de faire figurer l'éducation environnementale dans les curricula à travers des modules qui doivent être actés. Vous avez aussi beaucoup insisté sur le développement de plusieurs activités, de plusieurs projets au niveau local, ce qui est très, très bien, qu'il faille davantage coordonner, capitaliser et partager. Vous nous avez aussi parlé du dispositif institutionnel qui est mis en place, un organigramme existe, nous avons les IA, les IF, des stratégies ont été déclinées et il y a des actions diversifiées qui sont en train de se faire. Vous avez aussi surtout parlé des actions de renforcement de capacité à l'endroit de tout le monde, à l'endroit de tous les acteurs, parce qu'en réalité, aucun acteur ne peut y arriver seul. Vous nous avez parlé des espaces d'expression qui permettent aux élèves, y compris les enfants vulnérables, de pouvoir évidemment faire partie aussi de vos cibles. Merci aussi pour les actions d'intégration dans les dynamiques transnationales, parce que la question de l'environnement ne peut pas être résolue seulement sur une zone. Merci donc pour cette présentation très exhaustive, pour les recommandations très fortes qui ont été partagées. À présent, chers amis, avec votre permission, je voudrais qu'on puisse conclure ce deuxième moment lié donc aux contributions et réflexions en donnant la parole à l'AFD qui, puisque nous le savons, nous sommes à la veille de la COP 28, va peut-être partager avec nous un kit pédagogique de simulation d'une négociation climatique à destination des élèves. L'AFD, Madame c'est Stéphanie Beney, je ne vais pas faire d'erreur. Vous avez la parole en tant que responsable du projet AFD pour nous partager le kit pédagogique de simulation d'une négociation climatique à destination des élèves. Et vous avez aussi 10 minutes. Ok, très bien. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui, on vous entend parfaitement bien, Madame Benet. Oui, est-ce que tu pourrais diffuser le PowerPoint? Oui, j'arrive tout de suite. Très bien. Merci, merci pour tous ces témoignages. Moi, j'étais très, très intéressée par ce que vous venez de nous dire. Et ça m'a permis de bien comprendre et mieux comprendre aussi la façon dont l'éducation au développement durable se développe au Sénégal et au Togo. Je connais bien la situation française. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un enjeu et il y a un intérêt très, très fort de l'AFD pour aussi voilà, bien comprendre ce qui se fait dans les autres pays pour pouvoir aussi mettre en commun, capitaliser, partager nos expériences et puis s'inspirer mutuellement. Donc moi, je travaille dans une cellule et dans une division à l'AFD qui développe ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, plus globalement appelée à l'échelle mondiale l'éducation à la citoyenneté mondiale ou Global Education, peut-être que vous la connaissez sous cette terminologie-là. Et dans le cadre des activités de cette division, nous soutenons à la fois des OSC qui mettent en place des projets autour de cette éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et nous développons aussi des outils en propre pour les enseignants, pour le milieu scolaire, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale français, et puis des OSC françaises, ou en tout cas implantées en France et qui peuvent avoir un rayonnement international. Et c'est le cas de l'Office for Climate Education, qui est une organisation spécialisée dans la formation des enseignants sur les enjeux climatiques. Et donc, avec ces partenaires, nous avons produit ce kit de simulation qui arrive à pic, parce qu'on approche de la COP. Et donc, voilà, c'est un bon moyen, ce kit, de faire découvrir finalement les enjeux climatiques avec une approche internationale, de permettre aussi aux élèves de s'intéresser au climat dans toute sa complexité et de parler des interdépendances finalement mondiales qui nous relient au travers de ces enjeux climatiques. Donc, ce kit, il est composé... alors, je veux bien Je passe, ouais. Ouais.
Merci. Alors, le cœur du kit, le cœur du projet, c'est de mettre en place une simulation de négociation. Donc, les élèves vont se mettre dans la peau de négociateurs ou d'acteurs non étatiques. Ils vont jouer le rôle de représentants du Sénégal, du Vanuatu, des États-Unis, de la France, de la Russie, etc. Et ils vont devoir ensemble se mettre d'accord sur des engagements pour lutter contre le changement climatique en termes d'adaptation, mais aussi d'atténuation et de financement. On aborde aussi la question de, finalement, pour lutter contre le changement climatique, il faut des moyens. Et quels sont les États, quels sont finalement les pays qui sont prêts à financer aussi des actions en faveur du climat. Et donc là, je n'ai pas l'impression que le PowerPoint défile. De mon côté, en tout cas, il ne défile pas. Là, je suis à comment est organisé le kit. Ça fonctionne ou pas? Non, ça ne fonctionne pas. Non, alors attendez, je vais sortir. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui, super, merci. Bah, du coup, je peux pas le mettre en beaucoup plus grand. Je suis désolée, il y a un problème C'est pas grave, technique. c'est juste pour vous donner quelques illustrations du kit. Donc, ce kit, il est organisé en 3 parties. Donc, on est parti du principe de se dire pour que les élèves puissent incarner ces négociateurs sur le climat, il faut qu'ils aient d'abord des connaissances sur les changements climatiques et notamment des connaissances sur les origines du changement climatique et puis les causes du changement climatique. Donc là, on leur propose des activités qu'ils vont mener en classe avec leurs professeurs, hein, où ils vont devoir aller rechercher enquêter finalement sur les causes et les conséquences du changement climatique aujourd'hui. Ça va leur permettre d'accumuler aussi des preuves du changement climatique. Donc, une fois qu'ils ont fait cette étape-là, qui peut durer environ 4 heures, hein, on a prévu 2 grosses séances sur cette partie-là, ils vont pouvoir rentrer. Tu peux passer à la prochaine slide. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, on est sur 3 heures même. 3 heures sur ces deux moments assez importants qui permettent vraiment aux élèves de rentrer dans la thématique et d'acquérir aussi des connaissances sur le changement climatique. Ils vont avoir tout un temps où ils vont pouvoir découvrir le monde des négociations. Donc là, s'informer un peu sur qu'est-ce que c'est qu'une COP. On en entend beaucoup parler des COP, mais souvent on ne sait pas trop comment ça se passe ni à quoi ça sert. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent mieux comprendre comment fonctionnent les COP, se rendre aussi compte que finalement, c'est pas facile de se mettre d'accord sur des engagements pour le climat parce qu'on a des intérêts qui peuvent être divergents. Et donc, vous le savez peut-être, mais les COP fonctionnent sous la forme du consensus, c'est-à-dire que les négociateurs doivent arriver à un consensus. Et ça, c'est pas évident. Donc, les élèves vont pouvoir aussi expérimenter ça, hein, la recherche du consensus. Ils vont devoir argumenter. Et donc, pendant tout ce travail-là, ils vont développer des compétences. Donc là, on peut passer à la prochaine slide. Donc là, tout le kit, nous, on a aussi appuyé sur le référentiel de compétences et de connaissances qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale en matière d'éducation au développement durable. Donc voilà, qui liste des domaines et du coup des compétences et des connaissances à acquérir en fonction de ces domaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez toutes ces informations là dans le kit. Peut-être on peut continuer. Voilà. Et pour vous donner un peu un détail, vous voyez, de chaque séance, l'enseignant est vraiment guidé dans la mise en place de ces séances, hein. Il a aussi tout un tas de matériel pour pouvoir mener ces activités. On peut continuer. Je vais donner un petit exemple concret pour que ça vous parle davantage. Voilà, par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure de l'étape préalable qui consiste à s'informer sur les changements climatiques, on a une activité, comme vous le voyez là, qui permet avec les élèves de travailler sur météo ou climat. Qu'est-ce qui est de la météo et qu'est-ce qui est du changement climatique? Il y a souvent de la confusion auprès des élèves, mais aussi chez les adultes, hein. Voilà, parfois, on fait un peu... on confond ce qui est lors de la météo, de dire par exemple il fait beau aujourd'hui, et du climat qui s'intègre dans une temporalité beaucoup plus longue. Donc ça, on les amène à travers ces activités à bien identifier aussi ces 2 domaines. Et puis ils vont pouvoir aussi se mettre dans la peau, hein, de glaciologues à travers des schémas. Là, on peut continuer, effectivement. Ils ont tout un tas de documents. Voilà, quand je parlais des documents qui leur permettent d'aller enquêter, là, par exemple, j'ai fait un focus sur des documents qui permettent vraiment de voir aussi quels sont aujourd'hui les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est la même chose si on regarde de manière globale ou si on regarde ces données par habitant? Quels sont ces pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre, quels sont aujourd'hui, par exemple, les engagements qu'ils ont pris pour réduire leur gaz à effet de serre. Donc, il y a voilà, beaucoup de documents qui permettent aux élèves de s'informer sur ces enjeux.
l'outil aussi qui est au cœur de ce kit, c'est la fiche acteur, c'est comme ça que nous on l'appelle. Donc là, vous avez, alors c'est tout petit, mais vous avez l'ensemble des acteurs qui sont représentés aujourd'hui dans le kit. C'est amené à évoluer, à s'enrichir, bien sûr. Donc on a les pays. Donc là, vous avez la liste des pays. On voit bien qu'il y a le Sénégal, on n'a pas mis le Togo pour l'instant, mais voilà, c'est une possibilité pour les années à venir. Et puis, les acteurs non étatiques. On a vraiment voulu aussi montrer que dans les COP et dans les négociations climatiques et sur les sujets de manière globale climat, les acteurs non étatiques jouent un rôle très, très important, et notamment les scientifiques. Donc, les élèves vont pouvoir incarner des scientifiques. Et donc là, ils n'auront pas du tout le même rôle que des délégués qui incarnent des pays. Par exemple, ils ne pourront pas négocier, mais par contre, ils auront un rôle très, très important, c'est d'alerter les décideurs sur les données scientifiques qu'on a aujourd'hui à disposition et de leur dire écoutez ces données, écoutez les informations qu'on a à vous donner pour éclairer les décisions que vous allez prendre. Il y a aussi les ONG qui vont être représentées, donc les élèves vont jouer ce rôle voilà, de militants d'ONG qui sont présents dans les COP et qui essayent aussi de faire entendre la voix de la société civile, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les acteurs, et chaque acteur a sa fiche, et donc c'est une fiche très complète dans laquelle les élèves vont pouvoir trouver des informations. Quand on a un pays, on va avoir des indicateurs qui vont être renseignés sur le PIB, l'IDH, l'indice de vulnérabilité aussi du pays, etc. Et puis des informations que l'élève va aller chercher en se documentant à travers des ressources qui sont fléchées dans le kit. Ils vont négocier sur un texte. Donc, tu peux passer encore. Ok. Ouais, merci. Ils vont négocier sur un texte, c'est-à-dire qu'on leur propose, voilà, dans certains exercices de MUN, notamment, modèle des Nations Unies, les élèves font des propositions, ils arrivent avec des propositions. Là, nous, on a déjà calibré un texte de négociation, et ils vont devoir négocier sur le niveau d'engagement qu'ils vont vouloir prendre. Est-ce qu'ils vont s'engager fortement sur une mesure, modérément, on va dire, ou vraiment, ils vont y aller à reculons. Et on va voir que là, il va y avoir des positions très différentes en fonction des pays. Et l'objectif, ça va être de se mettre d'accord sur une position commune. On peut passer. Pardon. C'est pas pratique, désolée. Non, non, pas de problème, merci beaucoup. Et donc, il y a aussi des éléments très pratiques et pour les enseignants, pour les aider à organiser la COP, parce que l'objectif, c'est vraiment, on prépare les élèves, et puis ensuite, on se réunit et on fait une COP. Donc là, on est vraiment comme dans un théâtre, hein. On plante le décor, la plénière, les salles de travail, les élèves se mettent dans le rôle qui est le leur, et puis ils vont jouer ces négociateurs ou ces acteurs non étatiques sur une demi-journée en général. Donc, c'est des moments très forts pour les élèves, hein. Souvent, ils en ressortent très, très enthousiastes. Et ça leur permet aussi de comprendre beaucoup de choses, d'apprendre aussi en termes de compétences, hein. C'est travailler en groupe, se mettre d'accord, négocier, coopérer, écouter les autres. C'est vraiment des moments d'apprentissage assez forts. Vous avez des petites vidéos pour pouvoir voilà, vous projeter dans l'exercice que vous pourrez regarder à l'issue de la présentation. Et pour finir très rapidement, vous dire que on ne s'arrête pas à la simulation de COP, c'est-à-dire qu'on propose ensuite aux enseignants de partir de cette simulation de COP pour s'interroger sur, bon, on a compris maintenant voilà, que les États négociaient sur les questions climatiques, qu'il y avait des acteurs qui se réunissaient dans les COP chaque année pour trouver un accord et prendre des engagements. Mais nous, à notre échelle, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous engager et pour agir en faveur du climat? Vous avez donné tout à l'heure des exemples très parlants, des actions tout à fait pertinentes. Donc là, nous, on a recensé des initiatives, des projets, certains financés et accompagnés par l'AFD, des projets vraiment de terrain qui permettent de contribuer à l'atténuation des gaz à effet de serre ou à l'adaptation face aux conséquences du changement climatique. Et puis, on propose une petite méthode pour les élèves pour qu'ils puissent, voilà, à leur tour, être acteurs du climat et se projeter sur des projets, des actions à l'échelle de leur territoire. Voilà, vous avez nos contacts. Moi, je suis je suis la référente ou la personne qui pilote l'EXI à l'échelle de l'AFD. Et puis, j'ai mis le contact de mon collègue Sinamed Mesloub, qui est chef de projet sur le déploiement des simulations de COP. On a d'ailleurs un projet au Sénégal qui est en train de se mettre en place avec l'AEFE. Donc là, on commence avec des élèves de l'AEFE qui sont sur le système éducatif français. Mais l'objectif, c'est bien que ce kit et ces initiatives de simulation de négociation puissent être largement développés dans le monde francophone. Et puis, on a un projet aussi de traduction du kit en anglais. Merci beaucoup Stéphanie pour la Merci présentation. beaucoup, Madame Beney, pour cette
présentation en 10 minutes. Nous sommes en heure locale à midi, donc on est parfaitement dans le temps. Parfaitement dans le temps. Merci donc pour la gestion du temps. Merci aussi pour les informations qui ont été partagées, liées donc à des outils qui sont développés pour les enseignants et pour les élèves. Merci aussi pour nous avoir rappelé que les élèves devraient être davantage responsabilisés, qu'ils deviennent à la fois cibles et acteurs, en termes donc de recherche d'informations, de travail d'alerte, mais ensuite à partir de données précises et de propositions d'alternatives. Donc, merci pour toutes ces initiatives qui sont développées et merci pour ce kit très pratique qui pourrait évidemment être un outil important pour les acteurs que nous sommes. À présent, nous voudrions ouvrir le débat. Nous avions dit que ce serait donc le troisième moment d'échange avec les participants. On a 30 minutes pour échanger. Nous allons demander à Louise de regarder dans les commentaires s'il y a des questions, donc de pouvoir les relever s'il y a des questions dans les commentaires. Et donc, vous avez la possibilité d'envoyer vos questions, de partager vos questions par écrit. Et sinon, pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole, vous pouvez juste lever la main, comme d'habitude. Et comme ça, on vous donne la parole. En attendant, je voudrais juste signaler la présence de la CEDEAO, qui a la possibilité aussi de prendre la parole, on l'espère, avec M. Francis et Mlle Sédego Rukietou. Donc, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez prendre la parole. Donc, voilà, on est à l'attente des mains levées pour des questions, des commentaires, des recommandations, des suggestions, mais ensuite des questions écrites qui vont être captées par Louise et qui vont nous être partagées. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une Je ne question vois pas de mains levées. S'il y a des mains levées, il y a Aïe Kantara, je ne vois pas le nom en entier. Ah, Sarr, je vois Aïe Kantara Sarr. Très bien. Kantara Sarr, Safietou et Omar Niang. Alors, on y va dans cet ordre. Kantara, vous avez la parole. Alors, si on est succinct, c'est bien. On pose directement la question, on fait le commentaire ou la recommandation. En une minute deux. Kantara, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur exécutif. Je vous salue. Je salue aussi l'ensemble des membres de ce panel. Je fais un focus sur Cheikh Aou aussi, qui a participé à l'équipe de rédaction de ce rapport, de cet excellent rapport que nous avons apprécié, que nous avons parcouru, qui est très fouillé et qui donne une idée assez exhaustive de ce qui se fait, des enjeux en matière d'éducation à l'environnement et développement durable et des expériences vécues au niveau local. J'ai deux constats à partager, une question. Alors, il faut dire que nous avons remarqué que le rapport fait un zoom sur les établissements, c'est-à-dire sur le moyen secondaire, et que donc passe un peu sur l'élémentaire, le primaire, alors que cette problématique, nous l'avons dit, elle est adressée dès la plus tendre enfance pour développer les comportements, parce qu'il s'agit d'une histoire de changement de comportement. Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne l'élémentaire, nous partageons les constats faits par le rapport, qui est que le quantum est faible, disons environ 1 heure par semaine, mais les contenus sont disponibles. Les contenus sont disponibles, réorganisés dans le cadre du curriculum, dans le domaine qu'on appelle éducation à la science et la vie sociale, et notamment dans le sous-domaine éducation au développement durable, où nous avons vivre ensemble et vivre dans ce milieu. Dans vivre ensemble et vivre dans ce milieu, qui sont des activités, nous abordons les questions liées à la citoyenneté, les questions liées au rapport à l'autre, au rapport à son environnement, etc. Donc, ces questions liées à l'éducation civique et ces questions liées à la protection de l'environnement sont adressées, les contenus sont toujours disponibles, et sont dispersés, synthétisés, l'appellation a changé, mais quand même, ces questions sont toujours très présentes dans le curriculum. Alors, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'il y a une faiblesse dans l'appréhension des causes des changements climatiques. Et de ce point de vue, l'outil proposé par Stéphanie nous semble un outil intéressant qui pourrait être capitalisé dans le cadre de la formation des enseignants, notamment au niveau des CRFPE, où nous avons une faiblesse à ce niveau-là, parce qu'on ne fait pas de discipline ni d'activité sur l'environnement ou les questions liées à la protection de l'environnement, à l'anticipation des changements climatiques, mais il y a une approche programme, donc centrée sur les contenus, et une approche centrée sur des ateliers thématiques qui abordent ces questions. Donc, les questions sont abordées en marge
et les enseignants ne sont pas bien capacités, disons, pour faire face en situation de terrain. L'autre constat, c'est qu'il y a une ancienneté de la prise de conscience des problématiques environnementales, notamment avec la désertification et plus globalement la question des gaz à effet de serre. Nous pouvons citer le PFIE qui a été référencé dans le rapport. Cependant, au-delà des contraintes évoquées, il me semble que la question reste essentiellement celle de l'articulation effective à des problématiques localisées et à celle de communication, éducation au changement. Comment faire pour que les causes soient identifiées et circonscrites par des comportements appropriés car tenant compte de nos actualités et historicités. Alors, c'est pourquoi je pourrais enchaîner avec une dernière question, avec un dernier élément qui est une question. Je me demande pourquoi est-ce que il y a le non-référencement, dans le rapport de cette grande aventure communautaire qui est la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, communément appelée donc Grande Muraille Verte, qui est une initiative phare de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique, parce que ce grand programme s'articule aussi sur une stratégie de changement de comportement au niveau des communautés qui pourrait passer par l'école et la société civile en tant que vecteur de transformation et de changement et partie intégrante de la société. Donc, c'est une question que je pose. Est-ce que ça n'a pas été, disons, c'est un choix qui a été fait par l'équipe de recherche ou est-ce que la revue documentaire n'a pas fait cas de projet mené dans le cadre de cette grande initiative qui est une réponse africaine à des questions liées à des problématiques d'ici et maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alcantara, qui est aussi un inspecteur de l'éducation. Merci pour ces compléments d'information. L'équipe de rédaction est en train de capter toutes les contributions et ça va figurer, ça va être pris en charge dans le rapport. Merci aussi pour la question qui a été soulevée et qui... maintenant, je voudrais donner la parole à Yao Sessi. Yao Sessi, vous avez la parole. 1 ou 2 minutes aussi. D'accord. Merci beaucoup au modérateur. Merci beaucoup, modérateur. Je voudrais partager une petite expérience qui est en train d'être mise en œuvre. J'espère que vous m'entendez actuellement au Togo. Donc, je suis chef de projet au GRET, donc le groupe de recherche et d'échange technologique, la représentation du Togo et du Bénin. Et nous sommes en train de mettre en œuvre un projet dénommé Enjeu, donc Environnement, Jeunesse et Climat, où il s'agit de pouvoir faire des jeunes élèves de vrais acteurs du développement à travers une démarche scientifique. D'abord, on part du principe où ils prennent conscience des enjeux liés au changement climatique, ils identifient ces enjeux et ils proposent des approches de solutions à travers des clubs environnement que nous avons mis en place dans 3 lycées. Donc, je précise que c'est une phase pilote et nous intervenons dans 3 lycées dans le Grand Lomé. Et ensuite, la vision, c'est de pouvoir passer à l'échelle. Donc, il s'agit essentiellement de positionner les jeunes comme de pleins acteurs et des personnes qui interagissent depuis le début du projet jusqu'à la fin. Essentiellement également de pouvoir développer la carrière professionnelle de ces jeunes-là en les orientant vers les emplois verts et en même temps faire ce que nous appelons de l'intégration ou de l'insertion intégrale où il s'agit essentiellement de faire de l'insertion sociale et citoyenne, de faire de l'insertion professionnelle et économique et en même temps de faire de l'insertion environnementale et climatique. À la fin, c'est de pouvoir renforcer le pouvoir des jeunes d'agir. Et nous avons la bénédiction des ministères en charge de l'éducation. Et je voudrais saluer toutes les interventions de Mme Fall et également celle de Mme Stéphanie et demander si nous pouvons avoir ces outils parce qu'ils vont nous aider à pouvoir continuer par aider les jeunes à animer leurs activités sur le terrain. À la fin, peut-être nous allons vous inviter, un de ces 4. À la clé, nous avons une activité où il s'agit de demander aux jeunes de quel quartier ils rêvent d'ici à 2030. Et dans ce contexte-là, lorsque ces jeunes prennent conscience et sortent ou définissent clairement les enjeux qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus voir en termes de situation anormale au changement climatique, nous allons les aider à transposer cela en dessin graphique, ce que nous appelons le street art. Donc, à la fin, dans le projet, les jeunes, par rapport aux lycées qui ont été identifiés, transformeront les murs de leur établissement
en une véritable œuvre d'art qui servira en même temps de musée ouvert à tous les autres établissements, aux riverains, aux communautaires et à tout le monde. Et ces jeunes-là seront maintenant comme des conservateurs de musées à ciel ouvert où ils expliqueront, voilà là où nous voulons aller. Et nous avons également l'implication effective des communes de ces 3 lycées pilotes-là. Voilà, c'est ce que je voudrais partager essentiellement et Merci demander à ce beaucoup. qu'on puisse Merci. partager avec nous les outils qui ont Oui. été réussis pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons le faire. Nous allons contacter également la coalition Merci pour beaucoup. voir dans quelle mesure on pourra élaborer Belle ensemble. Merci. initiative. Merci beaucoup, Yao, pour ces informations. Et on a pris bonne note. Louise et son équipe vont se charger de partager toutes les communications. Mais ensuite, on a pris bonne note aussi que véritablement, nous n'avons pas pu tout capter. Donc, il y a beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres initiatives qui sont développées. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que ça montre le dynamisme un peu autour de cette problématique. Encore Je voudrais donner à présent la parole. félicitations pour votre travail. J'ai oublié de mentionner cela, mais vraiment félicitations pour le rapport qui est clair et qui va vraiment nous édifier dans toutes les actions que nous allons mener dans le futur. Merci beaucoup. Ensemble, on est toujours capable de faire du beau travail. Donc, il faut apprendre à travailler collectivement. Et je voudrais à présent donner la parole à Omar Niang. Monsieur Omar Niang. Omar, vous avez la parole, 1-2 minutes. Oui, bonjour cher, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Omar Niang, je suis le directeur pays et des actions donc, au Sénégal. Donc, je voulais remercier vraiment les organisateurs de ce panel et féliciter tous les intervenants, les présentateurs. Féliciter aussi donc l'équipe qui a élaboré donc ce rapport, vraiment que nous avons trouvé intéressant. Donc, à la suite de la lecture de ce rapport. Je voudrais en fait juste faire une recommandation parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train donc, de se mener, surtout par les ONG, par les acteurs de la société civile, sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. À Aider Action, par exemple, on est en train de travailler donc, avec l'IF de Rufisque 1 et l'IF de Mbour, donc sur ces questions d'environnement et de développement durable, où on a formé donc, les enseignants de 9 écoles élémentaires et de 3 collèges d'enseignement, donc à l'aide d'un guide qu'on a produit avec l'ensemble des acteurs et qui a été piloté par le ministère de l'Éducation, donc la direction de l'enseignement élémentaire et la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Mais c'est des initiatives en fait qui sont éparses et qui sont à petite échelle. Donc, je voudrais vraiment que le ministère puisse quand même capitaliser toutes ces initiatives et essayer de voir comment produire en fait un curriculum sur l'environnement et le développement durable qu'on pourrait mettre à l'échelle et de pouvoir l'expérimenter donc un peu dans pratiquement toutes les écoles du Sénégal. C'est un peu vraiment un vœu que nous voulons que le ministère puisse réaliser parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises par les ONG, mais à petite échelle, quoi. Voilà, merci à tous. Merci Omar pour nous avoir aussi informé qu'il y a encore d'autres initiatives avec Action Éducation et des actions. Omar qui est membre aussi du conseil d'administration de la COSIDEP et qui confirme cette demande de capitalisation et de mise à l'échelle. Merci pour ces informations. À présent, je voudrais donner la parole à Blandine. Blandine, vous avez la parole, 1-2 minutes aussi, s'il vous plaît. Bonjour et merci beaucoup pour cette plateforme, pour cette action d'échange que permettent Coalition Éducation. Je me présente, je suis Blandine Chamou. Je vais vous parler un peu de mon expérience pour vous dire où se trouve ma contribution. De 1999 à 2012, j'ai été dans la société civile où j'ai créé une association qui fait l'éducation à l'environnement au Cameroun. Et nous avons fait beaucoup dans des éducations dans les établissements scolaires. Nous avons organisé des concours de propreté des écoles. Et en 2012, de 2013 précisément à aujourd'hui, j'ai suivi plutôt un cycle académique grâce au financement du gouvernement français.
Et j'ai soutenu l'année dernière une thèse de doctorat sur les questions d'éducation à la gestion des déchets, notamment en sciences de l'éducation et de la formation. De cette expérience, d'abord société civile, avec l'engouement et les limites, et de l'expérience académique, je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'éducation à la gestion des déchets ne trouve pas la forme et la démarche adéquate pour contribuer à la transformation de tout ce qui s'intéresse à la question de l'environnement. Parce que la question des déchets reste toujours celle qui est accessible à tout le monde, qui peut être utilisée tous les jours, à tous les instants. On produit des déchets, mais on n'a pas toujours la capacitation, on n'a pas l'éducation nécessaire. Et quand on parle d'éducation de la gestion des déchets, on les résume souvent aux pratiques. En réalité, ce sont des pratiques sociales qui doivent se construire tous les jours, mais seulement on n'a pas toujours la démarche. J'ai pu faire ma thèse de doctorat sur un schéma itinérant dont tout l'environnement français a été analysé, finnois, allemand, un peu partout. Et une chose, un problème est constant, la constance des déchets en dehors de la poubelle, qui est appelé, qui a été identifié comme étant le littering. Ces déchets-là ne sont pas pris en compte. Quand on parle de déchets, on parle de tri, on parle de valorisation. En sciences d'éducation, nous constatons que c'est des niveaux supérieurs. Et le niveau inférieur est totalement invisibilisé, même dans ces pays-là, dans les pays réputés propres. En Suisse, il y a le littering, partout il y a le littering. Et je me dis que faire attention à ces déchets, construire un programme effectif de capacitation des personnes pour une meilleure gestion des déchets pourrait vraiment, de manière significative, créer le rapport nécessaire justement à l'environnement. Parce que on parle beaucoup de connaissances. Ce serait bien vraiment de travailler le rapport des gens à leur environnement. Voilà ma contribution. Excellente contribution, Madame Blandine, qui nous rappelle aussi qu'il y a l'urgence d'impliquer davantage les chercheurs, la recherche au plan académique pour pouvoir soutenir tout ce que nous sommes en train de dire. Merci donc pour ce partage d'expérience. Nous allons à présent donner la parole à Taïrou, mon très cher Taïrou, coordonnateur de la coalition de Burkina Faso. Taïrou, vous avez la parole aussi pour 1 ou 2 minutes. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, mon cher Mo. Bonjour à tous et à tous. Comme il a dit, je suis Taïrou Traoré, coordonnateur de la coalition éducation de Burkina Faso. Donc, c'était juste pour vraiment féliciter en tout cas les 3 coalitions, la coalition du Sénégal, celle du Togo et la France pour vraiment cet excellent travail. Et nous sommes également, certainement que nous aurons l'occasion de partager notre expérience avec vous. Seulement, je voudrais poser une question à Stéphanie par rapport à l'expérience qu'elle a partagée, et surtout les séquences de leçons. Ce n'est pas pour le système français. Est-ce que il y a au niveau des curricula, en tout cas la prise en compte de cette expérience? Et si c'est le cas, comment ça se fait au niveau des écoles? Parce que bon, je crois que à notre niveau, nous envisageons aussi de faire des plaidoyers là-dessus. On voit que les curricula sont assez vastes. Est-ce que c'est des nouvelles matières qu'on introduit, ou bien c'est à travers les contenus d'enseignement, effectivement, qu'on arrive à pratiquer cette expérience-là? Donc, je voudrais être soucié aux jeunes des plaidoyers que nous menons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Taïrou. C'est vrai que je n'ai pas entendu la chute, la fin. Mais je crois que
Stéphanie a bien noté la question qui a été soulevée. Merci. Merci à Taïrou, à travers qui le Burkina a rejoint le pôle du partenariat Sénégal-France-Togo, maintenant qu'il s'élargit au Burkina Faso. Donc, nous aurons des opportunités pour pouvoir approfondir la recherche avec le Burkina. Je voudrais à présent, avec votre permission, donner la parole à Mansi Dibé pour 1 ou 2 minutes aussi, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Mansi Dibé. Je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée Taïba ICS de Mboro et je suis responsable genre et inclusion sociale dans ma zone. Maintenant, j'aimerais partager un peu mon expérience. En mars 2023, après avoir participé à l'atelier de partage de la COSIDEP concernant les enjeux de l'éducation au développement durable, donc nous avons compris qu'il était urgent d'agir. Donc, c'est toujours beau de sensibiliser, d'alerter, mais surtout, il faut agir. Après réflexion, nous avons créé un club éco-citoyen. Le club éco-citoyen à Mboro regroupe les CEM, les collèges et les lycées de la zone. Maintenant, dans ce club, nous avons initié 3 programmes, dont le programme Une école publique, un jardin écologique, qui consiste à installer des jardins écologiques avec les élèves dans les écoles publiques. Donc, c'est une façon d'inclure les élèves dans la lutte contre la crise environnementale. Et puis, nous avons initié un programme, Agir en s'amusant. Donc, c'est un programme qui vise surtout les petites écoles. Donc, dans ce programme, on veut inclure les enfants, donc les écoles élémentaires, avec des jeux éducatifs, avec des génies en herbe junior qui va leur permettre de comprendre les enjeux donc, de la crise écologique. Et il y a un autre programme, il s'agit du programme Un pas pour la Terre, un pas pour un avenir meilleur. Donc, ça va permettre au club éco-citoyen de travailler avec les autres acteurs de Mboro, donc qui s'activent dans la lutte contre la crise écologique, et puis de créer des jardins écologiques un peu partout dans la ville, de sensibiliser, et puis de travailler avec les collectivités. Et puis dans ce programme, nous sommes accompagnés par les ICS et par la mairie de Mboro, et c'est la COSIDEP qui nous a permis donc de réfléchir, et c'est une occasion de partager cette expérience et de remercier la COSIDEP, et nous remercions tout le monde pour votre attention, et merci à tous les participants et merci à la COSIDEP. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Madame Mansi Dibé, ça fait source de satisfaction pour les acteurs que nous sommes. Après une restitution, qu'il y ait eu des actions concrètes qui ont été développées. C'est très bien. Merci, bravo. Cheikh Aw va peut-être se rapprocher de vous pour pouvoir capter, capitaliser et mettre dans le panier. Il nous reste 6 minutes et j'ai encore 4 intervenants. Donc, 1 minute par intervention, s'il vous plaît. Je voudrais donner à présent la parole à Rigobert pour sa contribution. Rigobert, vous pouvez ouvrir votre micro. Hello, Rigobert. Ben, s'il n'est pas encore disponible, on passe à Sadouba, le temps que Rigobert nous rejoigne. Sadouba, vous avez la parole pour 1 minute. Oui, 1 à 2 minutes. merci beaucoup, Monsieur Mbo, de m'avoir donné la parole. Je veux d'abord remercier Monsieur Aou et je pense que c'est l'autre, c'est ceux qui ont déjà fait la session du rapport par rapport à l'état de l'IE. Donc, moi, je m'appelle Sadouba. Je suis le président du club Changement climatique de Ziguinchor.
Et par ailleurs, doctorant en droit international public, je suis en train d'écrire ma thèse sur les changements climatiques en Afrique subsaharienne. Ce que je voudrais dire, vu que le temps ne nous permet pas, c'est juste effectivement mettre l'accent sur ce que nous faisons ici à Ziguinchor. Nous sommes en tant qu'association de jeunes étudiants et des professionnels, nous avons initié des actions dans le cadre de la sensibilisation à travers l'éducation environnementale, en essayant de connecter les écoles au niveau de la région et former les élèves en impliquant les professeurs. Cette initiative, nous le faisons en tant qu'association. Le constat que nous avons fait, c'est que le ministère de l'Enseignement, en tout cas, ou bien le ministère de l'Éducation nationale, ou bien les enseignants au niveau de la région de Ziguinchor, ne sont pas tout impliqués. Et d'ailleurs, un des inspecteurs nous a une fois dit qu'il n'y a même pas de programme par rapport à ça, ni d'accompagnement. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant que COSIDEP et votre partenaire, il faudrait voir comment aujourd'hui, ce qui se fait déjà, comme l'a dit Mme Fall, je pense qu'à Thiès, j'ai compris qu'il y a une implication au moins de l'administration scolaire, comment essayer de valoriser cela pour que cela puisse en tout cas être abordé dans toutes les régions du Sénégal. Autre chose, c'est que moi je voudrais demander, c'est par rapport à cette session de restitution des résultats des enquêtes, quelle sera la suite? Et moi, ça m'intéresse de savoir en ce qui concerne la connexion des différents mouvements qui évoluent dans l'éducation environnementale, aussi bien au niveau national qu'au niveau, en tout cas, Sénégal et Togo. Quelles sont les perspectives que nous pourrons développer pour impacter dans ce sens-là? Je vous remercie. Quelle suite, quelle perspective? C'est très clair. Merci encore à Sadouba. Maintenant, je voudrais donner la parole à Ladji Kone, je crois qu'il a finalement baissé la main. Ok, donc Rigobert est revenu. Rigobert, vous avez la parole. 1 minute. Son micro ne marche pas, cher. Ça ne marche pas avec Rigobert. Non. Ok, donc je passe à Aboubakar Kamara, le temps que Rigobert prenne les dispositions utiles du point de vue technique. Aboubakar, vous avez la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfaitement, tout le monde vous entend. Vous m'entendez? Ok. Tout le monde vous entend, oui. Ok, donc merci M. Mbo, M. Ao pour l'invitation. Je m'appelle Aboubakar Kamara, coordinateur section Forum Civil Corda. Donc, rapidement, je vais partager notre intervention sur ce thème. Sur notre intervention, c'est pas très bon, Aboubakar. Vous êtes à Kolda présentement. Ça ne passe pas. Aboubakar, ça ne passe pas. Est-ce que vous pouvez régler la question de la connexion le temps que... Oui, c'est bon. Allez-y maintenant, allez-y. Ça passe pas, Aboubakar. Alors, est-ce que Rigobert est revenu? Non? Là, tu connais? Alors, je crois qu'on a des problèmes avec... Beaucoup. Oui, allez-y, oui. Salut. Je suis Ladji Kone de l'Organisation pour la démocratie et le développement économique et social. Nous sommes membres du réseau contre la marchandisation et la privatisation de l'éducation. Nous remercions la coalition éducation pour cette invitation à participer à la présentation de ces rapports d'études. C'était pour partager une expérience relativement à l'éducation, à l'environnement et au développement durable. C'est vrai que quand on le dit tout de suite, nous pensons aux élèves, aux étudiants qui sont le futur, mais en même temps, la situation réelle et la situation immédiate nous impose de nous orienter aussi vers les collectivités. Et c'est en cela que nous avons initié une activité pilote. Nous avons initié une activité pilote avec une collectivité qui va servir plus tard de passage à l'échelle au niveau de la Côte d'Ivoire avec les différents acteurs.
les différents acteurs des collectivités. Avec les différents acteurs des collectivités. Et en cela, nous avons choisi une commune telle que Saint-Froid, qui est une commune moyenne d'environ 3000 habitants, où nous voulons implémenter cette éducation-là, tant au niveau communautaire qu'au niveau des écoles et même des institutions, à apprendre à faire le tri et où, au bout de la chaîne, le tri commence depuis chaque ménage, depuis chaque institution, jusqu'à arriver au niveau de la décharge pour pouvoir naturellement pratiquer ce que nous avons appelé l'économie circulaire au niveau des déchets solides. Voilà un peu cette expérience que j'avais voulu partager et que, telle que l'étude a été faite, nous prenons en compte aussi l'aspect des collectivités, la présence des collectivités au niveau de nos interventions d'éducation à l'environnement et au développement durable. Merci. Merci beaucoup, Ladi. Merci pour cette contribution très forte aussi que nous avons bien enregistrée. J'insiste une dernière fois avec Rigobert ou Aboubakar Kamara. C'est le dernier sur la liste qui est là devant moi. Non, c'était pour vous dire, comme il y a un problème de connexion, c'était pour vous dire on a deux mécanismes pour prendre en compte cette question, c'est-à-dire l'OSTER et les SICA. Donc, c'est tout juste pour... Maintenant, je vais vous envoyer des compléments sur cette question. Merci. Merci Aboubakar. Merci pour votre contribution et merci pour le travail que vous faites au niveau local. Merci donc, chers amis. Je voudrais à présent donner la parole à la CEDEAO. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous avez une petite contribution, CEDEAO. Je vois ici M. Francis ou Mlle Sédego. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ben, c'est pas... Voilà, c'est bon? Alors, s'ils ne prennent pas la parole, je voudrais passer la parole maintenant à Louise. Louise, est-ce qu'il y a des questions écrites qui ont été soulevées? Non, il n'y a pas forcément de questions. Enfin, les personnes ont déjà répondu dans le chat. Donc, du coup, on peut peut-être conclure. Et juste sur les perspectives, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné. Enfin, tu l'as mentionné rapidement, Cher. Mais effectivement, on est en train de mener le même état des lieux au Burkina Faso et à Madagascar, avec un financement de Education Out Loud du Partenariat mondial pour l'éducation. Et au Togo et au Sénégal, on est en train d'approfondir les sujets de l'intégration du genre et de la prise en compte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le DD. Donc voilà, c'est un travail qu'on est en train de mener et qu'on espère faire sortir, publier avant l'été 2024. Et effectivement, l'état des lieux qu'on a mené n'a pas vocation bien sûr à être exhaustif et on sait qu'il y a énormément d'initiatives qu'on n'a pas pu intégrer, mais on est preneur. N'hésitez pas à contacter les coalitions dans les pays dans lesquels vous êtes pour partager vos initiatives et faire remonter. Et on est vraiment ravis que vous ayez pu être là tous aujourd'hui. Et je pense que du coup, on peut conclure. Merci, Cher. Merci Louise, merci pour le travail qui a été abattu. Est-ce que pour les intervenants, ceux qui ont porté de communication, bien qu'on soit maintenant carrément dans le temps, à la fin de notre temps, je voudrais donner la parole. Est-ce que Cher, tu as un commentaire sur toutes les questions qui ont été soulevées? Est-ce que tu as un seul commentaire à partager avec nous, Cher Aou? Oui, monsieur le directeur. C'est un peu la question de Alcantara sur le zoom sur le moyen secondaire. Je crois que sur l'étude, on a ciblé l'élémentaire, même le préscolaire. On a plus obtenu de données sur l'élémentaire que sur le moyen secondaire. Donc, les données que nous avons également, d'une manière globale, c'est constitué par presque 50% par des données venues de l'élémentaire. Donc, cette étape est bien prise en compte. Sur la grande muraille verte, ça pourrait être un oubli, mais je crois que dans une partie du rapport, nous faisons état de l'expérience du SILS, qui a travaillé également, qui combine beaucoup de pays avec une réponse africaine donc, à la question donc, de l'environnement. Merci, Cher. Merci, Cher, pour ces informations et le rapport qui va être partagé et qui permettra de voir dans les détails les autres aspects qui ont été soulevés et qui figurent effectivement dans ce rapport. Kofi, est-ce que vous avez un seul point à soulever, une seule réaction sur l'ensemble des questions soulevées?
Oui, je pense que mon commentaire se focalisera plutôt sur l'identification des projets environnementaux qui sont en cours et que nous n'avons pas pu euh, rechercher et appliquer dans l'étude précédente. Donc, je pense que nous allons aller vers ces différentes pratiques qui sont sur le terrain pour mutualiser les pratiques et puis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kofi. Merci. Merci pour cette précision. Est-ce que Nyaku a un commentaire, un seul, sur l'ensemble des points soulevés? Est-ce qu'il y a un sur lequel vous voudriez insister? Nyaku. Non, Nyaku n'est pas prêt. Oui. Il ne serait pas libre parce qu'il est partagé dans plusieurs ateliers. Ah, d'accord, excellent. D'accord, c'est noté. Alors, je parle. Allô, cher? Oui. Pardon, ça a coupé. Peut-être on peut conclure. Je ne sais pas si Stéphanie Oui, on est en train de encore en conclure. ligne. Je voudrais juste donner la chance à tous ceux qui ont fait des communications introductives de faire une seule réaction. Ngossé, ça va? Stéphanie, est-ce que vous voudrez prendre la parole pour finir? Non, juste vous remercier, vous dire que je suis ravie voilà, d'avoir participé à cet échange et puis et que je serai ravie de poursuivre voilà, de ma participation parce que je pense que c'est essentiel hein, qu'on puisse partager nos expériences. Merci, merci. Mais à présent, on va clôturer évidemment ce panel qui a réuni près de 44 participants en des moments, donc une cinquantaine de participants, entre 30 et 50, c'est très bien, qui nous a rappelé que le partenariat, c'est peut-être la meilleure réponse face à ces problématiques majeures. Ce partenariat qui, pour le moment, avait réuni la France, des coalitions de la France, du Togo et du Sénégal, et qui s'élargira au Burkina et au Madagascar, ça c'est un élément essentiel. L'accompagnement des partenaires, comme tel que l'AFD, des ministères en charge de l'éducation et de l'environnement, mais ensuite saluer aussi l'efficacité de l'équipe de rédaction. Merci pour le travail que vous avez fait au nom de vos organisations et qui nous a permis de disposer de ce rapport assez exhaustif. Et constater ensemble qu'il y a eu énormément d'expériences qui ont été développées, d'initiatives, de projets, et qu'il faille aujourd'hui encore continuer à les nourrir. Donc, merci de vous rapprocher de vos coalitions dans vos pays, dans les différents pays, pour pouvoir soutenir, compléter notre cartographie. Donc, nous sommes toujours ouverts et preneurs. Merci aussi d'avoir tous compris que maintenant l'heure est à la capitalisation. Nous avons bien expérimenté. Il nous faut capitaliser, passer à l'échelle à partir d'évidences. Et nous avons aujourd'hui des évidences. Merci aussi d'être dans cette approche décloisonnée qui permet de comprendre que la problématique de l'éducation environnementale, ce n'est pas une question qui peut être résolue seulement par l'approche scolaire. Donc, il faudrait que d'autres secteurs soient mis en contribution. Merci pour toutes les activités de responsabilisation des enfants qui ne doivent pas être simplement des cibles, mais qui peuvent véritablement être les porteurs de changement, bien sûr des enseignants. Merci pour nous être accordés sur le fait que nos pays devraient davantage mettre des ressources pour accompagner cette problématique, mais ensuite les inscrire dans les curricula et ça doit aussi apparaître dans le cadre scolaire. Donc, merci pour tous ces éléments. Merci aussi pour les perspectives qui ont été soulevées par Louise et qui nous montrent que nous n'avons pas encore terminé. Nous semblons être au point zéro parce que nous venons d'avoir un rapport qui nous donne des informations, qui donne des données. Maintenant, il faut agir autrement pour faire des résultats beaucoup plus concrets. Donc, merci pour tout cela. Et je voudrais encore une fois vous remercier au nom des organisations partenaires et vous dire que nous avons eu un webinaire de qualité avec des interventions très pertinentes qui, bien analysées, bien capitalisées, pourraient nous permettre évidemment de nous renforcer davantage. À présent, je redonne la parole à Louise pour fermer le webinaire. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous. On vous partagera les présentations d'ici quelques temps et merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.
Allez, bye.